Le goût du ragoût était encore dans ma bouche quand j'ai senti mon corps s'effondrer de l'intérieur. Ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de pire. Une sensation de vide qui se répandait dans ma poitrine, descendait le long de mes jambes, remontait dans ma gorge comme si chaque organe s'éteignait un par un. La cuillère a glissé de ma main et a heurté l'assiette, mais le son semblait venir de très loin, étouffé, comme si j'étais déjà sous l'eau. Mon fils Étienne se tenait debout à mes côtés, s'essuyant les mains sur un torchon, et quand nos regards se sont croisés, il a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je m'appelle Huguette Malraux, j'ai 67 ans, et cet après-midi d'octobre, dans ma petite cuisine à Compiègne, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que l'odeur de thym parfumait encore l'air, j'ai découvert que faire confiance peut tout coûter. Étienne était arrivé 2 heures plus tôt avec ce plat recouvert de papier aluminium, disant qu'il avait ressenti de la nostalgie, qu'il avait préparé mon plat préféré, qu'il voulait passer l'après-midi avec moi parce qu'il avait été trop absent. J'ai ouvert la porte les larmes aux yeux, parce que cela faisait des mois qu'il me regardait à peine, toujours trop occupé avec sa femme, avec les affaires, avec une vie qui n'avait plus de place pour la mère qu'il avait élevée seule après la mort de son père. Voir mon fils là, avec ce sourire que je connaissais depuis qu'il était petit, c'était comme récupérer un morceau de moi que je croyais perdu à jamais. Nous avons mangé ensemble à la petite table de la cuisine, celle-là même où je l'avais nourri quand il n'arrivait pas encore à atteindre le plateau avec son menton, où nous avions fait les devoirs pendant des années, où nous avions trinqué quand il avait réussi l'examen pour l'université. Il a parlé du travail, de l'expansion de l'entreprise d'import-export qu'il avait hérité de son beau-père, des projets d'acheter une maison plus grande à Paris. J'ai écouté chaque mot comme on écoute une chanson, heureuse simplement de l'avoir là, simplement de sentir que j'importais encore pour quelqu'un. Quand j'ai servi la deuxième portion, Étienne a insisté pour que j'en mange davantage, que j'étais trop maigre, que je devais mieux prendre soin de moi. J'ai obéi comme j'ai toujours obéi, parce que pour une mère, les préoccupations d'un fils sont des ordres déguisés en affection, et parce qu'à ce moment-là, j'aurais fait n'importe quoi pour prolonger cet après-midi, cette illusion que nous étions encore une famille. C'est après la 3e bouchée que je l'ai senti. Mon estomac s'est tordu violemment, et une chaleur étrange, presque brûlante, est montée de mon abdomen jusqu'à la base de mon cou. J'ai essayé de respirer profondément, mais l'air n'arrivait pas correctement. Il restait bloqué quelque part à mi-chemin. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords, comme si quelqu'un fermait de lourds rideaux autour de mon champ de vision. J'ai agrippé le bord de la table, sentant le monde tourner, et c'est alors que j'ai entendu sa voix, calme, contrôlée, prononçant les mots que toute mère veut entendre quand elle est au bord de l'effondrement. « Tiens bon, maman, je t'emmène à l'hôpital. » Il m'a soulevé de la chaise avec une force surprenante, a passé mon bras autour de son cou et m'a pratiquement porté jusqu'à la voiture. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait gris et lourd, chargé de ces nuages bas d'automne qui font paraître le jour plus court qu'il ne l'est vraiment. Chaque pas était une torture. Mes jambes ne répondaient pas correctement et tout mon corps tremblait d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Étienne m'a installé sur le siège passager, a ajusté la ceinture de sécurité avec soin, a même pris ma couverture du canapé et a couvert mes jambes. Tout si attentionné, si soigneux, si parfaitement répété. J'ai fermé les yeux pendant qu'il faisait le tour de la voiture et montait du côté conducteur. Mon cœur battait de façon irrégulière, trop vite puis trop lentement, comme s'il oubliait son propre rythme. J'ai senti un goût métallique dans ma bouche, amer et persistant, qui n'avait rien à voir avec le ragoût. J'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, inspirer et expirer, mais à chaque fois c'était plus difficile, à chaque fois l'air semblait plus lourd, plus impossible à traiter. Le moteur s'est mis en marche et j'ai senti la voiture bouger, et à ce moment-là, malgré tout ce qui s'effondrait en moi, j'ai ressenti une pointe de soulagement. Mon fils m'emmenait à l'hôpital. Mon fils allait me sauver. Tout allait bien se passer parce qu'Étienne était là, prenant soin de moi comme j'avais toujours pris soin de lui. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être 10 minutes, peut-être 20. Le temps avait perdu son sens. Il traînait et accélérait en même temps, et je flottais dans une sorte de transe où les sensations étaient intenses mais distantes,
comme si elles arrivaient à quelqu'un d'autre. J'ai ouvert les yeux quelquefois et j'ai vu des rues que je reconnaissais. La place centrale de Compiègne, le pont sur l'Oise, les premiers panneaux de l'autoroute. Mais ensuite, quelque chose a changé. Les rues sont devenues plus étroites, puis se sont transformées en routes, puis en chemins de terre. Les arbres se sont refermés des deux côtés comme des murs vivants, bloquant le peu de lumière qui restait de cet après-midi gris. J'ai forcé mes yeux à se concentrer et j'ai essayé de demander où nous étions, mais ma voix est sortie comme un gémissement rauque, presque inaudible. Étienne n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur la route devant lui, et il y avait quelque chose dans la raideur de ses épaules, dans la façon dont ses mains serrèrent le volant, qui a fait descendre un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale, malgré la chaleur fébrile qui consumait mon corps. J'ai essayé de bouger, j'ai essayé d'atteindre le téléphone portable dans mon sac, mais mes bras n'obéissaient pas. Ils pendaient sur le côté de mon corps comme des poids morts. La panique a commencé à s'infiltrer à travers la confusion. Une certitude croissante que quelque chose était profondément mal, que ce n'était pas le chemin de l'hôpital, que peut-être ça ne l'avait jamais été. La voiture s'est arrêtée avec une secousse qui a fait cogner légèrement ma tête contre la vitre de la fenêtre. Nous étions au milieu de nulle part, sur un chemin de terre qui s'étendait entre des champs vides, couverts d'une brume basse, qui commençait à monter avec la tombée de l'après-midi. Il n'y avait pas de maison, pas d'autres personnes, rien d'autre que de la terre humide et du silence. Mon cœur s'est emballé avec une telle force que j'ai ressenti une douleur dans la poitrine, une douleur aiguë qui s'ajoutait à toutes les autres qui me consumaient déjà. J'ai tourné lentement la tête et j'ai regardé mon fils. Et ce que j'ai vu sur son visage m'a brisé d'une manière qu'aucune douleur physique ne pourrait jamais faire. Étienne m'observait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la haine, c'était quelque chose de bien pire que cela. C'était de l'indifférence, c'était du calcul. C'était l'expression de quelqu'un qui attend, qui vérifie, qui s'assure qu'un travail se termine comme prévu. Il est sorti de la voiture sans dire un mot, a fait le tour lentement, a ouvert ma porte et est resté là debout, à me fixer avec ses yeux que j'avais regardés 1000 fois en cherchant de l'amour et qui maintenant étaient complètement vides. J'ai essayé de parler, j'ai essayé de demander ce qui se passait, mais ma gorge n'a produit qu'un son étranglé. Étienne s'est penché, a défait la ceinture de sécurité avec des mouvements précis et efficaces, puis m'a tiré hors de la voiture. Mes jambes ont cédé immédiatement et je suis tombée à genoux dans la terre humide, sentant de petites pierres s'enfoncer dans ma peau à travers le pantalon fin. La couverture a glissé de mes épaules et est restée là au sol comme un témoin muet. J'ai levé les yeux vers lui, sentant enfin des larmes jaillir et couler sur mon visage. Et j'ai murmuré la seule chose que j'ai pu articuler. Pourquoi ? Étienne n'a pas répondu. Il m'a simplement observé pendant quelques secondes de plus, comme s'il gravait cette image, puis il est retourné à la voiture. La porte a claqué avec un son sourd qui a résonné dans le champ vide. Le moteur s'est mis en marche, et j'ai regardé, impuissante, pendant que la voiture faisait marche arrière, tournait et commençait à s'éloigner par le même chemin de terre par lequel nous étions arrivés. Il n'a pas accéléré. Il est allé lentement, méthodiquement, et à travers la vitre arrière, je pouvais voir sa silhouette regardant dans le rétroviseur, vérifiant, attendant, s'assurant absolument qu'il me laissait mourir. Je suis resté là à genoux assez longtemps pour voir la voiture disparaître complètement, avalée par le virage de la route et par les arbres qui se refermaient comme des bouches affamées. Le silence qui a suivi était absolu, brisé seulement par le son lointain de corbeaux croassant quelque part au-dessus des cimes des arbres. Mon corps tremblait de façon incontrôlable maintenant, non seulement à cause de la faiblesse qui me consumait, mais à cause du choc, de la trahison si brutale que mon esprit refusait de la traiter complètement. J'ai essayé de me lever et je suis tombé face contre terre, sentant le goût de la boue se mélanger au goût métallique qui dominait ma bouche. Mes mains griffaient le sol en essayant de trouver un appui, mais il n'y avait pas de force en elles. Rien d'autre qu'un épuisement si profond qu'il semblait enraciné dans mes os. C'est alors que j'ai entendu un son doux, presque imperceptible. Des pas. Quelqu'un marchant lentement sur la route. J'ai forcé ma tête à se lever et j'ai vu, à travers la brume qui commençait à s'épaissir et ma vision floue,
une silhouette s'approchait. Elle était petite, maigre, portant un sac en tissu qui se balançait au rythme de ses pas. Pendant un moment absurde, j'ai pensé que j'hallucinais, que mon esprit créait un salut là où il n'y en avait aucun, mais ensuite la silhouette s'est arrêtée à quelques mètres de moi et s'est penchée, et j'ai vu un visage ridé, des yeux sombres pénétrants et une expression de choc authentique. La femme a laissé tomber son sac et a couru vers moi avec une agilité surprenante pour quelqu'un qui semblait avoir plus de 80 ans. Ses mains, petites et calleuses, ont touché mon visage puis mon cou, cherchant le pouls, évaluant. J'ai entendu des mots en français qui semblaient venir de très loin, des questions urgentes auxquelles je ne pouvais pas répondre. Elle a sorti un vieux téléphone portable de la poche de son manteau et a commencé à composer, parlant trop vite pour que je puisse suivre, mais j'ai réussi à saisir des mots isolés. Ambulance, empoisonnement, route rurale, urgent. Ma vision a recommencé à s'obscurcir et j'ai senti mon corps abandonné complètement, s'effondrer contre la terre comme un poids mort. Mais avant de perdre connaissance, j'ai entendu la voix de la femme, ferme et déterminée, disant que j'allais survivre, qu'elle n'allait pas me laisser mourir là, que quelqu'un devait répondre de ce qui avait été fait. Si vous écoutez ceci maintenant, si vous suivez chaque mot que je dis, vous vous demandez peut-être comment une mère survit à la découverte que son propre fils a essayé de la tuer. Vous essayez peut-être de comprendre ce qui pourrait pousser un homme à empoisonner la femme qui a donné sa vie pour lui. Moi aussi je voulais comprendre. Dans les jours qui ont suivi, allongé dans un lit d'hôpital, pendant que mon corps luttait pour expulser le poison qu'Étienne avait mis dans ce repas préparé avec tant de soin, je n'arrêtais pas de me demander quand exactement j'avais perdu mon fils, à quel moment il avait cessé d'être l'enfant que j'avais bercé dans mes bras pour devenir l'homme capable de me regarder dans les yeux en me servant la mort dans une assiette. Et si vous sentez que vous avez besoin de connaître la suite, si quelque chose en vous s'est connecté avec cette douleur qui palpite encore en moi, je vous demande une chose simple. Laissez un signe que vous êtes là, d'où vous m'écoutez, parce que des histoires comme la mienne n'ont de sens que lorsqu'elles sont partagées, quand elles trouvent un écho dans d'autres cœurs qui savent aussi ce que c'est que de faire trop confiance, d'aimer trop, et de payer un prix qui n'aurait jamais dû être exigé. Ce qui s'est passé après le sauvetage n'a pas été une fin heureuse. C'était quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus douloureux et infiniment plus réel. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé au point de confronter mon propre fils dans une salle de tribunal, nous devons remonter un peu dans le temps, nous devons comprendre comment une relation entre mère et fils peut pourrir de l'intérieur tout en maintenant une apparence parfaitement normale à l'extérieur. L'hôpital sentait le désinfectant et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et froid que semblait s'infiltrer dans ma peau à chaque respiration. Je me suis réveillée 3 jours après avoir été abandonnée sur cette route. 3 jours pendant lesquels mon corps avait combattu une bataille silencieuse contre l'arsenic que mon fils avait mélangé à la sauce de son ragoût avec la précision d'un pharmacien. Les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance, que si cette femme ne m'avait pas trouvée dans l'heure qui avait suivi, je serais morte là-bas, seule, sans personne pour fermer mes yeux ou tenir ma main dans les derniers instants. Mais quand on survit à une tentative de meurtre orchestrée par son propre enfant, le mot « chance » sonne étrangement creux, presque insultant. La première chose que j'ai vue en ouvrant les yeux a été le visage de cette femme qui m'avait sauvée. Elle était assise sur une chaise à côté de mon lit, droite comme un piquet malgré son âge avancé, ses mains noueuses posées sur ses genoux dans une attitude de patience infinie. Quand nos regards se sont croisés, elle n'a pas souri, n'a pas fait de geste rassurant. Elle a simplement hoché la tête comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Son nom était Simone Duroc. Elle avait 84 ans et elle marchait tous les jours sur cette route de terre pour se rendre au petit cimetière où son mari était enterré depuis 15 ans. Si elle n'avait pas eu cette routine immuable, si elle n'avait pas choisi ce jour précis pour rendre visite à un mort, je serais morte aussi. Les policiers sont venus le lendemain. 2 officiers de la brigade criminelle de Compiègne, un homme d'une 40aine d'années, avec des yeux fatigués, qui avait vu trop de choses, et une jeune femme aux cheveux courts qui prenait des notes dans un carnet noir. Ils m'ont posé des questions pendant des heures, me demandant de leur raconter chaque détail de cet après-midi,
chaque mot échangé avec Étienne, chaque geste qu'il avait fait en préparant cette refait-sang qui aurait dû être ma dernière. Ma voix tremblait tellement que parfois les mots sortaient déformés, cassés par les sanglots que j'essayais de retenir, mais qui finissaient toujours par déborder. Comment expliquer à des étrangers que la trahison ne vient pas seulement du geste lui-même, mais de tous les souvenirs qui se réécrivent instantanément dans votre esprit, transformant chaque moment d'amour en mensonge potentiel, chaque sourire en masque, chaque je t'aime en manipulation calculée. L'officier principal, qui s'appelait Capitaine Moreau, m'a expliqué qu'ils avaient déjà lancé un mandat d'arrêt contre Étienne, mais qu'il semblait avoir disparu. Son appartement à Paris était vide. Sa femme Diane prétendait ne pas savoir où il se trouvait, et toutes ses cartes bancaires avaient cessé d'être utilisées le jour même où il m'avait abandonné sur cette route. Moreau parlait avec une certaine délicatesse, choisissant ses mots avec soin, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il avait déjà catalogué cette affaire. Fils endetté, mère propriétaire d'une maison et de quelques économies, mobile financier évident. Une histoire aussi vieille que le monde, aussi banale que révoltante. Ce qu'il ne comprenait pas, ce que personne ne pouvait vraiment comprendre sans avoir vécu dans ma peau, c'était que l'argent n'expliquait qu'une partie de l'histoire. Étienne n'avait pas seulement voulu me tuer pour hériter de ma petite maison à Compiègne et des 40 000 € que j'avais économisés pendant toute ma vie. Il voulait m'effacer parce que j'étais devenu un obstacle, un rappel constant de ce qu'il n'était pas, une source de culpabilité qu'il ne voulait plus porter. Pendant les années qui avaient précédé cette tentative de meurtre, j'avais senti notre relation se détériorer graduellement, s'éroder comme une falaise battue par les vagues, mais j'avais refusé de voir les signes. J'avais préféré croire que c'était juste la vie adulte qui rendait mon fils occupé, préoccupé, distant. Simone est revenue me voir chaque jour pendant les 2 semaines que j'ai passées à l'hôpital. Elle apportait des fruits de son jardin, des tisanes qu'elle préparait elle-même avec des herbes qu'elle cultivait. Et surtout, une présence silencieuse qui valait plus que tous les mots de réconfort du monde. Nous parlions peu au début, mais petit à petit, j'ai commencé à lui raconter des choses que je n'avais jamais dites à personne. Des secrets enfouis si profondément que je pensais les avoir oubliés. Je lui ai parlé de mon mari Jacques, mort d'une crise cardiaque quand Étienne avait 12 ans, et comment j'avais dû travailler 2 emplois pour maintenir notre niveau de vie. Je lui ai parlé des sacrifices que j'avais faits, renonçant à ma propre vie pour m'assurer que mon fils ait tout ce dont il avait besoin. Une bonne éducation, des vêtements de qualité, des vacances à la mer chaque été. Simone m'écoutait sans jamais m'interrompre. Mais parfois je voyais passer dans ses yeux une lueur que je ne savais pas interpréter. Quelque chose entre la compassion et une forme de désapprobation douce. Un jour, alors que je venais de finir de lui raconter comment j'avais vendu les bijoux de ma mère pour payer les études d'Étienne à l'université, elle a posé sa main rugueuse sur la mienne et m'a dit quelque chose qui m'a frappée comme une gifle. « Huguette, peut-être que vous avez tellement donné que vous ne lui avez laissé aucune chance d'apprendre à donner en retour. Un enfant qui reçoit tout devient un adulte qui pense que tout lui est dû. » Ces mots sont restés coincés dans ma gorge pendant des jours. Je voulais les rejeter, me défendre, expliquer qu'une mère fait ce qu'elle doit faire, que l'amour ne se mesure pas, ne se calcule pas. Mais quelque chose dans la manière dont Simone m'avait regardé en prononçant ces mots, quelque chose dans la tristesse infinie de ses yeux, m'a fait comprendre qu'elle ne me jugeait pas. Elle me montrait simplement une vérité que j'avais refusé de voir pendant des décennies. En essayant de protéger Étienne de toutes les difficultés de la vie, je l'avais transformé en quelqu'un incapable de gérer la frustration, incapable d'accepter que le monde ne tourne pas autour de lui, incapable de voir sa propre mère autrement que comme une ressource à exploiter. Les analyses toxicologiques ont confirmé ce que les médecins suspectaient déjà. Arsenic, administré en dose suffisante pour tuer, mais pas assez rapidement pour que la mort paraisse naturelle. Étienne avait étudié la question, fait des recherches, calculé exactement combien il fallait pour que ça ressemble à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral. Le capitaine Moreau m'a expliqué que mon fils avait probablement prévu de me laisser mourir sur cette route et de prétendre ensuite que j'avais insisté pour descendre du véhicule, que j'étais confuse, désorientée. Qui aurait douté de la version d'un fils dévasté,
racontant comment sa mère était morte subitement pendant qu'il l'emmenait à l'hôpital. Mais Étienne avait fait une erreur. Il avait sous-estimé la résistance de mon corps et surtout, il n'avait pas prévu Simone. Cette femme qui aurait pu passer son chemin, qui aurait pu se dire que ce n'était pas son problème, qui aurait pu avoir peur de s'impliquer dans quelque chose de dangereux. Au lieu de ça, elle avait appelé les secours, était restée avec moi jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, avait donné son témoignage à la police avec une précision remarquable, se souvenant même de la plaque d'immatriculation partielle du véhicule qu'elle avait vu s'éloigner. 3 semaines après mon admission à l'hôpital, alors que je commençais à peine à remarcher sans aide, le capitaine Moreau est revenu avec une nouvelle qui a fait battre mon cœur si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Ils avaient retrouvé Étienne. Il se cachait dans une petite ville de Bretagne, chez un ami d'enfance qui ignorait tout de ce qui s'était passé. Quand les policiers sont arrivés, Étienne n'a même pas essayé de fuir. Il s'est rendu sans résistance, presque avec soulagement, comme si porter ce secret était devenu trop lourd. Mais quand ils lui ont demandé pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait essayé de tuer sa propre mère, il n'a donné qu'une seule réponse, une phrase qui a été transcrite mot pour mot dans le rapport policier. Elle ne me laissait pas vivre ma vie. Ces mots m'ont hanté plus que tous les autres. Pas d'excuses, pas de remords, juste une justification froide qui transformait ma tentative de meurtre en acte d'émancipation, comme si j'étais la coupable, l'oppresseur, celle qui méritait d'être éliminée. Je me suis demandé 1000 fois ce qu'il voulait dire exactement. Est-ce que je l'appelais trop souvent? Est-ce que je lui demandais trop de visites? Est-ce que mon simple fait d'exister, de vieillir, de potentiellement avoir besoin de soins un jour, représentait une menace pour son confort, pour sa liberté, pour cette vie parfaite qu'il avait construite avec Diane et l'argent de son beau-père? Simone m'a aidé à sortir de l'hôpital et m'a accueilli chez elle le temps que ma maison soit inspectée par la police scientifique. Ils cherchèrent des preuves, des traces d'arsenic, n'importe quoi qui pourrait renforcer le dossier contre Étienne. Sa maison était petite mais immaculée, remplie de photos jaunies et d'objets anciens qui racontaient une vie longue et bien remplie. Le soir, nous nous asseyions dans sa cuisine éclairée par une lampe au-dessus de la table et elle me faisait du thé pendant que je pleurais silencieusement, laissant enfin sortir toute la douleur que j'avais retenue pendant des semaines. C'est pendant une de ces soirées que Simone m'a raconté sa propre histoire. Elle aussi avait eu un fils, un garçon nommé Paul, qui était parti travailler à Paris à 20 ans et n'était jamais revenu. Oh, il envoyait des cartes de vœux à Noël et appelait de temps en temps, mais c'était tout. Quand son mari était mort, Paul n'était même pas venu à l'enterrement, prétextant un voyage d'affaires important qu'il ne pouvait pas annuler. Simone avait passé 15 ans à attendre qu'il revienne, à espérer une réconciliation qui n'était jamais venue, jusqu'au jour où elle avait reçu un appel lui annonçant que Paul était mort dans un accident de voiture à l'âge de 52 ans. Elle n'avait jamais eu l'occasion de lui dire au revoir, de lui demander pourquoi il l'avait abandonnée, de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. En écoutant son histoire, j'ai réalisé que Simone ne m'avait pas sauvée par hasard. Elle m'avait sauvée parce qu'elle voyait en moi une chance de faire ce qu'elle n'avait jamais pu faire avec son propre fils, obtenir des réponses, confronter la vérité, peut-être même trouver une forme de fermeture. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous avez quelque chose que je n'ai jamais eu, Huguette. Vous avez la possibilité de regarder votre fils en face et de lui demander pourquoi. Ne gâchez pas cette chance en la fuyant par peur de ce que vous pourriez entendre. Le procès a été fixé 6 mois plus tard. 6 mois pendant lesquels j'ai oscillé entre la rage, le chagrin et une forme d'engourdissement qui me permettait de passer mes journées sans m'effondrer complètement. J'ai vendu ma maison à Compiègne, incapable de supporter l'idée d'y retourner, de voir cette cuisine où tout avait basculé. Avec l'argent, j'ai loué un petit appartement près de chez Simone et nous sommes devenus inséparables. 2 femmes brisées par leur fils de manière différente mais tout aussi dévastatrice. L'avocat d'Étienne a essayé de négocier un plaidé coupable, argumentant que mon fils souffrait de stress intense lié à des dettes que je ne connaissais pas, qu'il avait agi sous l'emprise d'une forme de dépression qui altérait son jugement. Mais le procureur était inflexible. Tentative de meurtre avec préméditation, abandon de personnes vulnérables, il voulait le maximum de la peine.
Moi, je ne savais pas ce que je voulais. Une partie de moi voulait qu'Étienne pourrisse en prison pour ce qu'il m'avait fait, mais une autre partie, cette partie stupide et têtue qui refuse de mourir même après avoir été trahie, voulait juste comprendre, voulait juste entendre mon fils dire qu'il était désolé, qu'il m'aimait encore quelque part sous toute cette haine. Le jour du procès est arrivé comme un verdict en soi, gris et pluvieux, avec ce vent froid de mars qui vous transperce jusqu'aux os. Simone m'a accompagnée au palais de justice de Compiègne, tenant mon bras d'une main ferme pendant que nous montions les marches glissantes. Il y avait des journalistes partout, des caméras braquées sur nous, des questions lancées que nous ignorions. L'affaire avait fait du bruit dans les médias locaux. Fils d'entrepreneur empoisonne sa mère pour hériter, sauvé miraculeusement par une passante octogénaire. Le genre d'histoire qui fascine et horrifie à la fois, qui fait vendre des journaux et génère des débats enflammés sur les réseaux sociaux. La salle d'audience était plus petite que ce que j'avais imaginé, avec des murs beiges et des rangées de sièges en bois qui grinçaient à chaque mouvement. Je me suis assise au premier rang, Simone à ma droite, et j'ai attendu. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles, couvrant presque les murmures des gens autour de nous. Puis les portes se sont ouvertes et j'ai vu Étienne pour la première fois depuis cet après-midi maudite. Il portait un costume sombre, était menotté et avait ce regard vide que je ne lui connaissais pas, comme si quelque chose s'était éteint en lui. Nos yeux se sont croisés pendant une fraction de seconde et j'ai cherché désespérément un signe, n'importe quoi qui pourrait ressembler à du regret, de la honte, de l'amour. Mais il a détourné le regard immédiatement, fixant un point au-dessus de la tête du juge, et j'ai su à cet instant que mon fils était perdu pour moi. Le procès a duré 3 jours. 3 jours pendant lesquels j'ai écouté des médecins expliquer en détail comment l'arsenic avait détruit mes organes, comment quelques heures de plus auraient été fatales. 3 jours pendant lesquels le capitaine Moreau a présenté les preuves. Les recherches Internet d'Étienne sur les poisons indétectables, les achats suspects de produits chimiques, les messages échangés avec Diane où ils parlaient de ma mort comme d'une solution à leurs problèmes financiers. 3 jours pendant lesquels l'avocat de la défense a essayé de me dépeindre comme une mère étouffante, manipulatrice, qui avait rendu la vie de son fils impossible avec mes demandes constantes et mon refus de le laisser devenir un homme indépendant. Ce qui m'a le plus blessé n'était pas les accusations elles-mêmes, mais la manière dont Étienne réagissait quand elles étaient prononcées. Il hochait la tête, comme s'il approuvait, comme si chaque mot confirmait une vérité qu'il portait depuis des années. Quand son avocat a raconté comment je l'appelais tous les jours, comment j'insistais pour qu'il vienne me voir au moins 2 fois par semaine, comment je me plaignais constamment d'être seule, Étienne a fermé les yeux et j'ai vu ses épaules se détendre légèrement, comme si on lui enlevait enfin un poids. Le 2e jour, Simone a été appelée à la barre comme témoin. Elle s'est levée avec difficulté, s'est avancée lentement vers l'estrade, et quand le procureur lui a demandé de décrire ce qu'elle avait vu ce jour-là sur la route, sa voix était claire et ferme, malgré son âge. Elle a raconté comment elle m'avait trouvée agonisante, comment elle avait vu le véhicule s'éloigner, comment elle avait immédiatement compris que quelque chose de terrible s'était passé. Mais ce qui a vraiment marqué la salle, ce qui a fait se pencher le juge en avant, c'est quand l'avocat de la défense a essayé de suggérer qu'elle avait peut-être mal vu, qu'elle était trop âgée pour être un témoin fiable, et que Simone l'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'ai 84 ans, maître, mais mes yeux fonctionnent parfaitement. » Et ce que j'ai vu ce jour-là, c'est un homme laisser sa mère mourir comme on abandonne un déchet sur le bord d'une route. Le silence qui a suivi ces mots était assourdissant. Même l'avocat de la défense n'a pas osé insister. Simone est retournée s'asseoir à côté de moi et j'ai serré sa main si fort que j'ai dû lui faire mal, mais elle n'a pas bronché. C'était la première fois depuis le début du procès que je sentais que quelqu'un disait enfin la vérité, toute nue, sans euphémisme juridique, sans tentative de justification. Mon fils m'avait abandonné pour mourir, et peu importe les raisons qu'il pensait avoir, rien ne pourrait jamais rendre cet acte acceptable. Le 3e jour, Étienne a finalement pris la parole. Son avocat avait essayé de l'en dissuader, craignant qu'il aggrave son cas. Mais Étienne avait insisté. Il voulait s'expliquer, disait-il. Il voulait que les gens comprennent. Quand il s'est levé et s'est dirigé vers la barre, j'ai retenu mon souffle,
une partie de moi espérant encore entendre des excuses, une reconnaissance de ce qu'il avait fait. Mais ce qui est sorti de sa bouche m'a glacé jusqu'à l'âme. Étienne a parlé pendant presque 1 heure, décrivant son enfance comme un cauchemar de responsabilités écrasantes et d'attentes impossibles. Selon lui, j'avais fait de lui mon projet personnel après la mort de son père, le transformant en substitut de mari, en raison de vivre, en fardeau qu'il n'avait jamais demandé à porter. Il a raconté des histoires que je ne reconnaissais pas, des incidents où apparemment je l'avais manipulé émotionnellement, menacé de tomber malade s'il ne venait pas me voir, fait des crises de larmes pour obtenir ce que je voulais. Chaque mot était comme un coup de couteau, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce que je voyais comment il avait réécrit toute notre histoire, transformant chaque geste d'amour en acte de contrôle, chaque sacrifice en manipulation. Quand il a parlé de cet après-midi d'octobre, sa voix est devenue presque clinique, détachée. Il a expliqué qu'il avait pris cette décision après des mois d'insomnie, après d'innombrables disputes avec Diane qui menaçaient de le quitter s'il ne réglait pas le problème, après avoir consulté des thérapeutes qui lui avaient apparemment dit qu'il devait établir des limites avec moi. Et dans son esprit déformé par je ne sais quelle obscurité, établir des limites était devenu synonyme d'élimination. Il n'a jamais utilisé le mot meurtre. Il parlait de solution, de libération, de nécessité. Le juge l'a interrompu à plusieurs reprises, lui demandant s'il réalisait la gravité de ses actes, s'il comprenait qu'il avait tenté de tuer un être humain, sa propre mère. Étienne répondait par des phrases vagues sur le stress, la pression, l'impossibilité de continuer comme ça. Mais quand le juge lui a demandé directement « Regrettez-vous ce que vous avez fait ?» Il y a eu un long silence pendant lequel toute la salle semblait retenir son souffle. Et puis Étienne a dit, d'une voix à peine audible, « Je regrette de ne pas avoir mieux planifié. J'ai senti mes jambes céder sous moi. Simone m'a attrapé avant que je ne tombe, m'a forcé à me rasseoir, mais le monde tournait autour de moi. Mon fils ne regrettait pas d'avoir essayé de me tuer. Il regrettait d'avoir échoué. Il regrettait que je sois encore en vie, encore là, encore un problème qu'il devait gérer. Le procureur a explosé, accusant Étienne d'absence totale d'humanité, demandant la peine maximale pour quelqu'un qui représentait clairement un danger pour la société. L'avocat de la défense essayait de limiter les dégâts, parlant de troubles psychiatriques qui nécessitaient un traitement plutôt qu'une punition, mais personne ne l'écoutait vraiment. Le mal était fait. Pendant la suspension d'audience, je suis sorti prendre l'air dans le couloir. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à ouvrir ma bouteille d'eau. C'est là que j'ai vu Diane, la femme d'Étienne, assise seule sur un banc, la tête entre les mains. Elle pleurait silencieusement, et quelque chose dans son désespoir m'a poussé à m'approcher. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, son visage s'est décomposé encore plus, et elle a murmuré des excuses que je ne comprenais pas tout de suite. Puis elle a commencé à parler, vite, désespérément, et j'ai appris des choses qui ont changé ma compréhension de toute cette histoire. Diane m'a raconté que les dettes d'Étienne étaient bien pires que ce que la police avait découvert. Il avait emprunté de l'argent à des gens dangereux pour maintenir un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre, pour impressionner les clients de son entreprise, pour ne jamais avoir à admettre que les affaires allaient de mal. Quand elle avait découvert l'ampleur du désastre financier, elle lui avait effectivement donné un ultimatum. Soit il trouvait une solution, soit elle le quittait. Mais elle n'avait jamais imaginé, jamais dans ses pires cauchemars, que cette solution serait mon meurtre. Elle pensait qu'il allait me demander de l'aide, ou vendre quelque chose, ou déclarer faillite. Quand elle avait compris ce qu'il avait fait, ce qu'il avait essayé de faire, elle était allée directement à la police et avait témoigné contre lui. Je l'ai regardé pleurer et j'ai réalisé que nous étions toutes les deux victimes du même homme, de ce fils et mari qui avait trahi tout ce qui était censé être sacré. Je ne pouvais pas lui pardonner complètement, parce qu'une partie de moi pensait qu'elle aurait dû voir les signes, aurait dû m'avertir, aurait dû faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Mais je voyais aussi une femme brisée, qui avait perdu son mari, sa vie telle qu'elle la connaissait, et qui devrait vivre le reste de ses jours en sachant qu'elle avait été mariée à un homme capable d'empoisonner sa propre mère. Le verdict est tombé le lendemain. Le juge a parlé pendant longtemps,
analysant chaque aspect de l'affaire. Mais j'étais tellement épuisée que les mots glissaient sur moi sans vraiment pénétrer. J'ai seulement entendu la phrase finale, 18 ans de prison ferme, sans possibilité de liberté conditionnelle avant au moins 12 ans. Étienne n'a montré aucune réaction. Il est resté debout, regardant droit devant lui, pendant que les gendarmes s'approchaient pour le ramener. Juste avant qu'il sorte de la salle, il a tourné la tête vers moi une dernière fois. Nos regards se sont croisés, et j'ai cherché une dernière fois ce fils que j'avais aimé plus que ma propre vie. Mais il n'y avait personne. Juste un étranger froid qui me rendait mon regard sans la moindre étincelle de reconnaissance. Les semaines qui ont suivi le procès ont été les plus difficiles de toute cette épreuve. Le monde savait maintenant ce qui s'était passé, et partout où j'allais, je voyais la pitié dans les yeux des gens. Certains me reconnaissaient de la télévision et détournaient le regard, gênés. D'autres me parlaient avec une douceur exagérée, comme si j'allais me briser au moindre mot brusque. Je détestais ça, cette transformation en victime publique, en symbole de la trahison filiale. Je voulais juste redevenir Huguette, une femme normale avec une vie normale, mais cette normalité m'avait été volée pour toujours. Simone est restée mon ancrage pendant cette période. Elle ne me traitait pas différemment, ne marchait pas sur des œufs autour de moi, me disait les choses franchement même quand c'était dur à entendre. Un jour, alors que je me plaignais pour la 100e fois de ma vie détruite, elle m'a regardée avec cette intensité qu'elle avait parfois et m'a dit « Votre vie n'est pas détruite, Huguette. Elle est différente et c'est terrifiant, mais elle n'est pas finie. Vous avez survécu à quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Maintenant, vous devez décider ce que vous allez faire de cette survie. » Ces mots ont planté une graine quelque part en moi, une petite étincelle de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. J'ai commencé à voir une thérapeute, une femme remarquable qui m'a aidé à démêler l'enchevêtrement toxique de culpabilité, de rage et de chagrin qui m'étouffait. Elle m'a fait comprendre que oui, peut-être que j'avais fait des erreurs en élevant Étienne, peut-être que j'avais été trop protectrice, trop présente, trop investie dans sa vie. Mais rien, absolument rien de ce que j'avais fait ne justifiait qu'il essaie de me tuer. La responsabilité de ses actes lui appartenait entièrement et je devais arrêter de chercher ce que j'aurais pu faire différemment. 2 ans ont passé depuis le procès. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre avec ce nouveau moi, cette Huguette qui existe après la trahison, après la survie, après le deuil d'un fils qui respire encore, mais qui est mort pour moi de toutes les manières qui comptent vraiment. Je vis toujours près de Simone, et notre amitié est devenue la relation la plus importante de ma vie. Nous jardinons ensemble, cuisinons ensemble, regardons les saisons changer depuis sa petite terrasse qui donne sur les champs où elle m'a trouvé ce jour-là. Parfois, je retourne sur cette route. Pas souvent, mais parfois, quand le poids de l'anniversaire devient trop lourd, quand les cauchemars reviennent me hanter pendant plusieurs nuits d'affilée. Je me tiens à l'endroit exact où Étienne m'a abandonnée, et j'essaie de me souvenir de la femme que j'étais avant, celle qui pensait que l'amour maternel était inconditionnel et indestructible. Je ne peux plus être cette femme. Elle est morte sur cette route, empoisonnée par la même dose d'arsenic qui devait tuer mon corps. Mais une autre femme a survécu, plus dure, plus lucide, et étrangement, plus en paix. J'ai reçu une lettre d'Étienne il y a 6 mois. Elle est arrivée par la poste de la prison, une enveloppe blanche, banale, qui tremblait entre mes mains comme si elle contenait une bombe. Je l'ai gardée pendant 3 jours sans l'ouvrir, la posant sur la table de la cuisine et la fixant comme si elle allait me parler d'elle-même. Finalement, Simone m'a dit que je devais l'ouvrir, que je ne pourrais pas avancer tant que je ne saurais pas ce qu'il y avait dedans. Elle avait raison, comme toujours. La lettre était courte, 2 pages manuscrites avec l'écriture d'Étienne que je connaissais si bien. Il disait qu'il avait commencé une thérapie en prison, qu'il travaillait sur ses problèmes, qu'il comprenait maintenant que ce qu'il avait fait était monstrueux. Il disait qu'il ne s'attendait pas à être pardonné, qu'il ne méritait pas mon pardon, mais qu'il voulait que je sache qu'il était désolé. Vraiment désolé. Il terminait en disant qu'il pensait à moi chaque jour, que l'image de moi à genoux sur cette route le hantait,
et qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de comprendre comment il avait pu devenir le genre d'homme capable de faire ça à sa propre mère. J'ai lu cette lettre une seule fois, puis je l'ai brûlée dans l'évier de la cuisine. J'ai regardé les mots se recroqueviller et noircir, se transformer en cendres qui disparaissaient dans l'eau. Et j'ai senti quelque chose se libérer en moi, un dernier fil qui me reliait encore à l'illusion que les choses pourraient un jour redevenir comme avant. Je ne répondrai jamais à cette lettre. Je n'irai jamais le voir en prison. Je ne lui pardonnerai probablement jamais, parce que le pardon n'est pas quelque chose qu'on doit à quelqu'un qui a essayé de nous tuer, peu importe les liens du sang. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça, quelque chose que je veux partager avec vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. L'amour maternel n'est pas censé être un sacrifice total de soi. Ce n'est pas censé signifier que vous devez vous effacer pour que votre enfant brille. Les limites ne sont pas une trahison de l'amour, elles en sont la structure, la charpente qui permet à une relation saine d'exister. J'ai donné tellement à Étienne que je ne lui ai jamais appris à donner en retour, et dans ce déséquilibre, quelque chose s'est pourri. Je pense aussi à toutes ces femmes de mon âge qui se reconnaissent peut-être dans mon histoire, qui sentent peut-être qu'elles aussi ont tout donné à leurs enfants et ne reçoivent en retour que négligence, que distance, que manipulation émotionnelle. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas de votre faute. Les enfants adultes sont responsables de leurs propres choix, de leurs propres actions, et aucune mère, aussi imparfaite soit-elle, ne mérite d'être traitée comme un obstacle à éliminer. Simone et moi avons créé un petit groupe de soutien dans notre ville pour les parents qui ont été abandonnés ou maltraités par leurs enfants adultes. Nous nous réunissons une fois par semaine dans la salle communale et je suis toujours étonnée de voir combien nous sommes, combien d'histoires similaires se cachent derrière des portes closes, dans des cœurs brisés qui pensent être seuls dans leur douleur. Nous partageons nos expériences, nous nous soutenons mutuellement et surtout, nous nous rappelons que notre valeur ne dépend pas de la manière dont nos enfants nous traitent. L'autre jour, une femme nouvelle est arrivée à notre réunion. Elle s'appelait Marie, avait 63 ans, et elle pleurait tellement qu'elle pouvait à peine parler. Son fils unique venait de lui annoncer qu'il ne voulait plus avoir de contact avec elle, sans vraiment expliquer pourquoi, et elle était dévastée, convaincue d'avoir fait quelque chose de terriblement mal. Je l'ai écoutée raconter son histoire et j'ai vu dans ses yeux le même désespoir que j'avais ressenti, la même incompréhension, la même culpabilité dévorante. Quand elle a fini, je lui ai pris les mains et je lui ai raconté ma propre histoire. Pas tous les détails, parce que certaines choses sont trop lourdes à partager dans une première rencontre, mais l'essentiel. Je lui ai dit que j'avais survécu à la pire trahison qu'une mère puisse imaginer, et que si j'étais encore là, si j'avais retrouvé une raison de me lever chaque matin, alors elle aussi pouvait survivre à sa propre douleur. Je lui ai dit que la guérison n'était pas linéaire, qu'il y aurait des rechutes, des jours où la douleur serait aussi fraîche que le premier jour, mais qu'avec du temps et du soutien, elle apprendrait à vivre avec cette nouvelle réalité. Marie m'a regardée avec des yeux ronds et elle a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Si vous avez pu survivre à ça, alors peut-être que je peux survivre à mon propre chagrin. Et dans cette phrase simple, j'ai compris que ma survie avait un sens, qu'elle n'était pas juste pour moi, mais pour toutes ces femmes qui avaient tant besoin de voir qu'il était possible de continuer après que le pire soit arrivé. Je ne prétends pas que tout va bien maintenant. Je porte encore des cicatrices, certaines visibles, d'autres profondément enfouies. Je fais encore des cauchemars où je me réveille avec le goût du ragoût dans la bouche, où je sens l'arsenic brûler mes entrailles, où je revois le regard vide d'Étienne dans le rétroviseur. Mais j'ai aussi des jours de paix, des moments de vraie joie, des rires partagés avec Simone autour d'une tasse de thé, des couchers de soleil observés depuis sa terrasse qui me rappellent que le monde est encore beau malgré tout. Il y a quelques semaines, j'ai fait quelque chose que je pensais ne jamais faire. J'ai écrit une lettre à Étienne, pas pour lui dire que je pardonnais, pas pour ouvrir une porte à une réconciliation, mais pour mettre des mots sur tout ce qui était resté coincé dans ma gorge depuis ce jour d'octobre. Je lui ai écrit que ce qu'il m'avait fait avait changé qui je suis de manière fondamentale, que je ne serais plus jamais la mère naïve et aimante qui pensait que l'amour pouvait tout surmonter. Je lui ai écrit que je le pleurais, non pas l'homme qu'il était devenu,
mais le petit garçon qu'il avait été, celui qui courait dans mes bras en rentrant de l'école, celui qui me faisait des dessins pour la fête des mères, celui qui s'endormait sur mes genoux pendant que je lisais des histoires. Je lui ai écrit que j'espérais qu'un jour, peut-être, il comprendrait vraiment ce qu'il avait détruit, non seulement ma vie, mais aussi la sienne. Parce qu'un homme qui empoisonne sa mère se condamne lui-même à vivre avec ce poids pour toujours. Et je lui ai dit que malgré tout, malgré l'horreur de ce qu'il avait fait, une partie de moi gardait un minuscule fragment d'espoir qu'il puisse devenir une meilleure personne, pas pour moi, mais pour lui-même. Je n'ai pas envoyé cette lettre. Je l'ai gardée dans un tiroir de mon bureau. Et parfois je la relis, et chaque fois je me sens un peu plus légère. Simone me dit que j'ai une force extraordinaire, mais je ne me sens pas forte. Je me sens juste comme quelqu'un qui n'avait pas d'autre choix que de continuer. Le suicide a traversé mon esprit plus d'une fois dans les mois qui ont suivi le procès. Ces moments sombres où la douleur était si intense que l'idée de ne plus rien sentir semblait être la seule solution. Mais quelque chose m'a toujours retenu. Peut-être l'entêtement, peut-être la colère, peut-être juste l'instinct de survie qui refuse de donner à Étienne ce qu'il voulait au départ. Ma mort. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme que je ne reconnais pas toujours. Mes cheveux ont blanchi presque complètement dans l'année qui a suivi l'empoisonnement, comme si mon corps voulait montrer au monde ce que mon fils m'avait fait. Mon visage porte des rides plus profondes, creusées par les larmes et les nuits blanches. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau dans mes yeux, une détermination, une clarté que je n'avais jamais eue avant. Je sais maintenant qui je suis en dehors de mon rôle de mère, et c'est une découverte à la fois terrifiante et libératrice. La France que j'aimais tant, ce pays où je suis née et où j'ai vécu toute ma vie, me semble différente maintenant. Les rues de Compiègne que j'ai parcourues pendant des décennies sont remplies de fantômes, de souvenirs d'une vie qui n'existe plus. Mais ici, dans ce petit village où Simone m'a accueilli, j'ai trouvé une nouvelle forme d'appartenance. Les gens me connaissent mon histoire, mais ils me voient aussi comme Huguette, la femme qui aide au jardin communautaire, qui organise des groupes de soutien, qui a survécu et qui continue. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, si vous avez parcouru avec moi ce chemin douloureux de la trahison à la survie, je veux vous laisser avec une dernière pensée. La vie nous réserve parfois des coups si brutaux, si inattendus, qu'ils menacent de nous anéantir complètement. Nous pouvons perdre notre santé, nos proches, notre foi en l'humanité. Mais il y a quelque chose en nous, quelque chose de résilient et d'entêté, qui refuse de mourir, même quand tout semble perdu. Cette chose, je l'appelle la dignité. C'est cette part de nous qui dit « Tu ne me définiras pas par ce que tu m'as fait, je me définirai par comment j'ai survécu. » Étienne a essayé de me tuer, et d'une certaine manière, il a réussi. La Huguette qui existait avant ce jour d'octobre est morte sur cette route avec le goût du poison dans la bouche. Mais une nouvelle Huguette est née, sauvée par une femme de 84 ans qui aurait pu passer son chemin mais qui a choisi de s'arrêter. Cette nouvelle Huguette est plus forte, plus sage et étrangement plus capable d'amour véritable parce qu'elle comprend maintenant que l'amour sans limite n'est pas de l'amour mais de l'autodestruction. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si Étienne sortira un jour de prison changé ou s'il restera pour toujours l'homme capable d'empoisonner sa mère. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour voir mes petits-enfants, si Diane acceptera un jour de me les laisser rencontrer malgré tout ce qui s'est passé. Mais je sais que chaque jour où je me réveille et choisis de continuer est une victoire contre celui qui voulait que je meure. Et dans ces petites victoires quotidiennes, j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie. Alors voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'une mère trahie par son fils, sauvée par une inconnue, et reconstruite morceau par morceau avec l'aide d'une communauté de survivants. Ce n'est pas une histoire avec un happy end traditionnel, parce que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais c'est une histoire de survie, de résilience et de la découverte que parfois les étrangers peuvent devenir une famille plus vraie que celle du sang. Et c'est une histoire qui, je l'espère, donnera de la force à quelqu'un d'autre qui traverse sa propre nuit noire, qui lui montrera qu'il est possible de sortir de l'autre côté, différent mais vivant, blessé mais debout. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous avez porté dans vos bras
et réalisez que vous ne le reconnaissez plus, que quelque part entre les câlins d'enfance et les disputes d'adultes, cette personne est devenue un étranger qui porte votre nom de famille, mais plus rien de votre cœur. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé des souvenirs que vous pensiez avoir enterrés, ou si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, j'aimerais que vous preniez un instant pour partager ce que vous ressentez. Parce que des histoires comme la mienne ne vivent vraiment que lorsqu'elles trouvent un écho dans d'autres âmes qui comprennent cette douleur particulière de donner tout son amour et de recevoir en retour une indifférence qui coupe comme une lame. Je me demande souvent si vous, qui m'écoutez en ce moment, auriez pris les mêmes décisions que moi. Auriez-vous ouvert votre porte ce jour-là à un fils qui vous avait négligé pendant des mois? Auriez-vous mangé ce repas préparé avec des mains qui, sans que vous le sachiez, mélangèrent du poison à l'affection? Et surtout, après avoir survécu à l'impensable, auriez-vous trouvé la force de vous reconstruire ou auriez-vous laissé cette trahison vous détruire complètement? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Ce sont des interrogations que je me pose chaque nuit. Et j'aimerais sincèrement connaître votre réponse, parce que peut-être que dans vos mots, je trouverai une paix que je cherche encore. Nous sommes tellement nombreux à porter des cicatrices invisibles, des blessures infligées par ceux qui étaient censés nous protéger, nous aimer, nous honorer. Et pourtant, nous restons silencieux, comme si parler de ces trahisons familiales était une honte, comme si admettre que nos propres enfants nous ont fait du mal était un aveu d'échec personnel. Mais ce silence nous isole, nous fait croire que nous sommes seuls dans notre douleur, alors qu'en réalité, si vous lisez les commentaires sous cette vidéo, vous découvrirez des centaines d'histoires similaires, des centaines de cœurs brisés qui battent encore malgré tout. Alors, je vous invite, je vous supplie presque, de briser ce silence. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Dites-moi ce que cette vidéo a éveillé en vous. D'où m'écoutez-vous en ce moment? Êtes-vous en France? Et peut-être dans une petite ville comme Compiègne où tout a basculé pour moi? Ou êtes-vous ailleurs, au Québec, en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone, quelque part où le français porte vos pensées les plus profondes? J'aimerais savoir où mes mots voyagent, quelle cuisine, quel salon, quel cœur ils touchent. Parce que chaque lieu a sa propre culture, ses propres règles familiales, ses propres silences. Et pourtant la douleur d'une mère trahie par son enfant traverse toutes les frontières, parle toutes les langues, résonne dans tous les cœurs qui ont aimé sans compter. Il y a une force particulière dans le fait de mettre des mots sur ce qui nous a brisés. Quand vous écrivez dans les commentaires « Moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire » ou « Votre histoire m'a fait pleurer parce qu'elle ressemble tant à la mienne », vous ne faites pas que partager une expérience personnelle. Vous créez un fil invisible qui nous relie tous, qui transforme notre solitude en communauté, notre honte en solidarité. Vous donnez à d'autres personnes la permission de parler aussi, de reconnaître leurs propres douleurs, de comprendre qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas faibles, qu'elles sont simplement humaines et profondément blessées par ceux qui auraient dû les chérir. Si cette histoire vous a touché, si vous avez senti votre gorge se serrer ou vos yeux s'embuer, si vous vous êtes reconnu dans mes mots ou dans ma douleur, alors je vous demande quelque chose de simple, mais de profondément important. Inscrivez-vous à cette chaîne, non pas pour moi, mais pour vous. Parce que cette chaîne est devenue un espace où les histoires difficiles trouvent une voie, où les vérités inconfortables sont dites sans détour, où les survivants comme nous peuvent se retrouver et se rappeler mutuellement que nous méritons mieux que ce qui nous a été fait. Chaque nouvelle vidéo est une opportunité de vous sentir moins seul, de comprendre que votre expérience compte, que votre douleur est valide. Quand vous appuyez sur ce bouton d'abonnement, vous ne faites pas juste suivre une chaîne YouTube. Vous rejoignez une famille choisie, composée de personnes qui comprennent vraiment ce que signifie survivre à l'impensable. Vous vous donnez accès à d'autres histoires qui pourraient vous aider à guérir, à comprendre, à avancer. Et surtout, vous envoyez un message puissant à vous-même. Je mérite d'entendre des histoires qui valident mon expérience. Je mérite d'être entouré de personnes qui ne minimisent pas ma douleur. Je mérite une communauté qui me voit vraiment. Combien d'entre vous regardent cette vidéo en cachette, sans oser en parler à leur entourage parce que c'est trop proche de leur propre réalité? Combien portent un masque de normalité devant leurs amis et leur famille
Alors qu'à l'intérieur, vous vous sentez exactement comme je me suis sentie sur cette route, abandonnée, trahie, incomprise? Les commentaires sous cette vidéo peuvent devenir votre refuge, l'endroit où vous n'avez pas besoin de prétendre que tout va bien, où vous pouvez dire la vérité toute crue sans craindre le jugement. Alors écrivez, même si c'est juste quelques mots, même si c'est juste « je comprends » ou « merci d'avoir partagé ». Ces petits gestes créent des vagues plus grandes que vous ne l'imaginez. Je pense souvent aux personnes qui m'écoutent et qui se trouvent peut-être au même point où j'étais il y a 2 ans, au creux de la vague, se demandant si la vie vaut encore la peine d'être vécue après une telle trahison. Si c'est votre cas, si vous êtes dans ce moment sombre où tout semble perdu, je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. La preuve, c'est que vous êtes ici, que vous avez écouté mon histoire jusqu'au bout, que quelque chose en vous refuse d'abandonner même quand tout semble vous pousser à le faire. Cette étincelle de résistance, c'est votre force vitale, et elle mérite d'être nourrie, protégée, célébrée. Alors voilà ce que je vous propose. Prenez quelques secondes pour écrire dans les commentaires. Dites-moi ce que cette histoire vous a fait ressentir. Dites-moi si vous auriez réagi différemment. Dites-moi d'où vous m'écoutez et ce qui vous a amené à cliquer sur cette vidéo. Et si vous vous sentez prête, racontez-moi un petit morceau de votre propre histoire. Pas besoin de tout dévoiler, pas besoin de détails qui vous mettraient mal à l'aise. Juste assez pour que nous sachions que vous êtes là, que vous existez, que votre expérience compte autant que la mienne. Chaque commentaire que vous laissez, chaque abonnement que vous prenez, chaque fois que vous partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, vous participez à quelque chose de plus grand qu'une simple chaîne YouTube. Vous participez à un mouvement silencieux mais puissant de personnes qui refusent de laisser la trahison avoir le dernier mot, qui transforment leur douleur en force, leur solitude en communauté, leur silence en témoignage. Vous m'avez écouté raconter l'un des moments les plus sombres de ma vie. Maintenant, permettez-moi de vous écouter aussi. Votre voix mérite d'être entendue autant que la mienne. Et avant de partir, avant de fermer cette vidéo et de retourner à votre quotidien, prenez un instant pour vous regarder dans un miroir imaginaire et vous dire quelque chose que personne ne vous dit peut-être assez souvent. Vous avez de la valeur, indépendamment de la manière dont vos enfants vous traitent, indépendamment des trahisons que vous avez subies, indépendamment de tout ce qui a essayé de vous briser. Vous êtes ici, vous avez survécu, et cela en soi est un acte de courage extraordinaire. Maintenant, montrez-moi que vous êtes là. Commentez, abonnez-vous, et surtout, continuez à avancer, un jour à la fois, une respiration à la fois. Nous sommes ensemble dans cette traversée, et ensemble, nous sommes plus fortes que tout ce qui a tenté de nous détruire.